Merci à tous d'être présents pour ce webinaire en présence de Guillaume Lecointre, directeur de l'ouvrage du Guide critique de l'évolution. Donc, on a une nouvelle édition qui vient de paraître et en présence de Stéphane Frey, qui est directeur éditorial du secteur sciences chez Belin Éducation. Donc, pour commencer, peut-être que je vous laisse vous présenter. Oui, écoute, merci Valentine. Donc, Guillaume, est-il besoin de te présenter à notre public? Donc, tu es professeur du Muséum national d'histoire naturelle, spécialiste de systématique et d'évolution, et tu es un auteur extrêmement important pour Belin Éducation, puisque tu es auteur ou co-auteur des différentes éditions de la classification phylogénétique du vivant, du petit savoir, opinion, croyance, une réponse laïque et didactique aux contestations de la science en classe. Tu as participé comme auteur ou comme scientifique interviewé à de nombreux manuels de SVT et d'enseignement scientifique, tant au collège qu'au lycée. Et puis, tu es co-auteur de la nouvelle édition du Guide critique de l'évolution, donc qui vient quelques années après la première édition, qui était parue en 2009, qui a bien rencontré son public. Tu as dirigé et coécrit ce livre avec trois autres co-auteurs, Marie-Laure Leloirne, qui est professeure des écoles, Gérard Guyot, qui est professeur de SVT en collège, et Corinne Fortin, qui est maîtresse de conférences en didactique des sciences. Alors, il nous a fallu un petit peu de temps pour mettre au point cette seconde édition, mais ça y est, nous y sommes. Elle est en librairie depuis le 3 novembre. Et je vais te laisser la parole pour 20 minutes, une demi-heure, pour que tu nous présentes un petit peu le meilleur de cette nouvelle édition. Et nos auditeurs peuvent poser leurs questions via, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Valentine, via question-réponse, c'est ça? Alors, question-réponse ou même la partie conversation. Il y a une partie, on peut directement poser discussion. Voilà, on peut aussi poser Dans discussion, donc on se dit un seul endroit, comme ça c'est plus simple. Voilà, discussion, c'est peut-être un peu plus simple. Donc je propose, voilà. Et à la fin de la présentation, Valentine et moi, on retranscrira vos questions, les questions que vous aurez posées à travers le chat. Voilà. Et alors, moi, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que ce webinaire, il est enregistré et que tous les participants, d'ailleurs, qu'ils assistent au direct ou non, donc tous les inscrits recevront le replay. Voilà, donc maintenant, Guillaume Lecointre, je vous laisse la parole. Merci pour l'intérêt que vous portez, chers auditeurs, pour l'intérêt que vous portez à ce guide critique, dont je précise bien, et Stéphane l'a dit, je ne suis pas le seul auteur, nous sommes quatre. Il y a Marie-Laure Leloir-Bonnet, il y a Gérard Guyot, Corinne Fortin, qui ont participé à cet ouvrage. J'ai touché je vais refaire affichage, plein écran, diaporama. Voilà. Donc cet ouvrage, je ne vais pas le présenter dans sa version antérieure, juste rappeler le geste initial. Le geste initial, c'était avec des enseignants d'avoir constaté que nous parlions assez mal d'évolution en général en tant que chercheurs et en tant qu'enseignants. Et l'idée, c'était de faire au début une forme de bêtisier de l'évolution, c'est-à-dire finalement quelles sont ces phrases qu'on entend partout et qui finalement trahissent ce dont elles sont censées parler. Notre grammaire est rétive à parler de l'évolution, c'est très difficile. Et ce guide, finalement, s'il est critique, il critique la façon dont nous parlons d'évolution. C'était d'abord ça, c'est un guide, on en a fait un guide didactique, un guide épistémologique, un guide historique et un guide scientifique. Donc c'est pour ça que c'est un volume assez gros, c'est que c'est très riche. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur la richesse du geste. En tout cas, la critique de phrases ou de concepts erronés, on le trouve toujours dans cette deuxième édition, la critique d'idées fausses, d'idées reçues, de formules malheureuses. Ça, c'est toujours là. Mais il y a aussi un appareil épistémologique sur ce que sont les sciences, comment elles fonctionnent, ce que dit la science, qu'elle ne dit pas. Et évidemment, une réponse aux contestations politiquement organisées de l'évolution. Donc, j'ai envie d'en parler comme d'un guide épistémologique de l'évolution, même si, évidemment, à côté de ça, c'est aussi un guide scientifique. Il est riche d'exemples, on va le voir dans un instant. Donc, entre la première et la seconde édition, venons-en au fait, il y a un remaniement de plan.
certains lecteurs avaient peut-être un petit peu de mal à manipuler le plan antérieur. Et grâce à Stéphane et à son équipe, le plan de l'ouvrage a été remanié. Il est beaucoup plus clair maintenant. Je ne vais pas le détailler. Je vais plutôt essayer de parler comment dire, de petites cerises sur le gâteau pour essayer de vous appâter. C'est-à-dire, en fait, quels sont, en gros, les meilleurs morceaux des ajouts. Il y a des chapitres qui ont été retirés, qui ont été remplacés. Il y a des écrits en plus. Je crois, Stéphane, que le nombre de pages en plus, finalement, c'est une centaine de pages en plus par rapport à l'édition numéro 1. Je crois que c'est ça le chiffre, hein, il me semble. Tu me corrigeras. Donc, ce guide critique, il est parti dans une simplification au démarrage pour présenter l'évolution. Ce qu'on appelle la théorie générale de l'évolution, elle repose depuis Darwin sur deux piliers, s'agissant des êtres vivants, pour commencer. Comment on explique la ressemblance à court terme et comment on explique la ressemblance entre espèces. La ressemblance à court terme, ce que j'appelle la ressemblance à court terme, c'est la ressemblance entre individus de la même espèce. Pourquoi les individus d'une même espèce se ressemblent-ils alors qu'ils ne cessent de varier? Et en fait, c'est qu'il y a un élagage. Donc, l'explication de la ressemblance dans l'espèce, c'est un élagage. Parmi ces variations, les variations extrêmes disparaissent, ne se maintiennent pas dans le milieu. Il ne reste que des individus à peu près semblables. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui combinent les caractères qui permettent de s'en sortir, en quelque sorte, dans le milieu à ce moment-là et à court terme. Cet élagage, et c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Ça implique plusieurs choses. C'est que pour qu'un lignage généalogique se maintienne, il faut qu'il y ait un renouvellement de variation. Ça se fait tout seul. La matière est corruptible. Par contre, il faut aussi qu'il y ait des morts. C'est-à-dire qu'il faut que les combinaisons soient rejouées, soient renouvelées pour que, en quelque sorte, c'est grâce à ces nouvelles combinaisons qu'on va trouver quelques formes passivement compatibles à la survie dans le milieu. L'explication de la ressemblance entre les espèces, Darwin l'avait pensé comme une filiation. Donc, on va simplifier la présentation de l'évolution avec ces deux axes, en fait. Sélection naturelle d'un côté, filiation avec modification de l'autre. Pour qu'il y ait sélection naturelle, il faut qu'il y ait variabilité, il faut que les entités que nous considérons varient, il faut que ce qui a varié se transmette. Et c'est là qu'on passe du chimique au biologique, c'est-à-dire que pourquoi la chimie n'est pas la biologie? En chimie, il n'y a pas véritablement de processus de transmission qui soit conçu, alors qu'en biologie, si les individus qui portent en eux-mêmes la trace de la trajectoire historique qui les précède, ces individus vont léguer à des alter-ego ces traces. En quelque sorte, chaque individu est unique en biologie, il a une historicité et il transmet ses traces à la génération suivante, quel que soit le mode de transmission. Je vous invite à élargir cette conception de la transmission. Elle n'est plus aujourd'hui seulement rivée sur l'ADN des cellules sexuelles, elle est beaucoup plus large. On transmet beaucoup plus que ces gènes, et ça, on en parle beaucoup dans la deuxième édition. S'il y a de la variabilité et qu'il y a de la transmission, on a un phénomène de dérive. Évidemment, pour qu'il y ait sélection naturelle, il faut que le système soit sous contrainte. Contrainte physico-chimique, contrainte des êtres biologiques qui sollicitent les mêmes ressources, toutes sortes de contraintes qu'on peut imaginer. Donc ce triptyque, variabilité, transmission, contrainte, c'est celui qui donne la possibilité à des entités qui le présentent de subir la sélection naturelle. Je ne rentre pas dans les détails, mais par contre, il y a quelque chose sur lequel on va insister. On va insister dans cette deuxième édition, c'est que la sélection naturelle explique d'abord, sur le court terme, une régularité, une ressemblance en fait. Si vous regardez ce tableau, ce qui est à droite est le facteur qui explique, au milieu ce qu'il faut expliquer, et dans la colonne de gauche ce que l'on observe. Au XVIIIe siècle, majoritairement, le facteur causal, c'était Dieu. Dieu expliquait la régularité des individus qui constituaient un observable qu'on appelle les espèces. Pour Linné, je vous rappelle que l'espèce était réelle. Il pratiquait un réalisme de l'espèce. L'espèce est créée de la main divine. Pourquoi est-ce qu'on parle encore de Darwin aujourd'hui? Eh bien, parce que Darwin est le premier à avoir renversé plusieurs façons de raisonner, notamment il n'a pas considéré les espèces comme réelles, mais comme des conventions de langage. Ce qui existe vraiment pour Darwin, ce sont des individus qui varient
et qui varie tellement qu'on en vient à se demander mais pourquoi ils se ressemblent encore alors que ça varie tout le temps. La sélection naturelle explique la régularité des individus à partir de laquelle nous allons créer des espèces pour le besoin de notre langage. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que dans le sous-titre de l'origine des espèces, eh bien, il n'y a pas le mot évolution, il n'y a pas le mot transmutation, il n'y a pas le mot transformation, il y a le mot préservation. L'origine des espèces ou la préservation des variants favorisés au cours de la lutte pour l'existence. Tel est le sous-titre. Et donc, en première instance et à court terme, la sélection naturelle est d'abord un mécanisme conservateur. Il va conserver une moyenne, en quelque sorte, pendant un certain temps, je vous l'accorde. Et sur le long terme, évidemment, si les facteurs de milieu viennent à changer, le filtre change, alors cette moyenne va se déplacer. Et dans un second temps, en effet, la sélection naturelle explique aussi comment des populations qui constituent ce qu'on appelle une espèce vont être amenées à changer leur moyenne au cours du temps. Donc, mettre l'emphase dès le départ sur la sélection naturelle comme pourvoyeuse de ressemblance, ça c'est un petit peu ce qu'on a ramené sur le devant de la scène dans la deuxième édition. Pourquoi c'était important? Parce que ça c'est la vision darwinienne, mais au XXe siècle, l'enseignement de l'évolution a beaucoup été impacté par un auteur qu'on connaît certainement, qui est un ornithologue qui s'appelle Ernst Mayr. Et Ernst Mayr, lui, pratique une certaine forme de réalisme de l'espèce, c'est-à-dire que Mayr considère prioritairement les espèces comme des populations naturelles connectées génétiquement entre elles. Il va regarder l'espèce un petit peu de manière synchrone, ici et maintenant. Disons que son œil va privilégier une vision synchrone. Alors que si on veut prendre les êtres vivants vraiment dans la totalité des causes possibles des manifestations qu'ils donnent à voir, eh bien, il faut prendre la profondeur du temps en compte. La profondeur du temps, c'est très important en biologie, parce que les êtres biologiques sont chargés d'historicité. Et pendant les années de la théorie synthétique de l'évolution, entre 1937 et 1977, en gros, deux des acteurs, il y en a plusieurs, hein, bien sûr, il y en a plus que ça, mais deux des acteurs portaient en quelque sorte un regard privilégié, distinct. Mayr, je l'ai dit, regardait les espèces de manière synchrone. Simpson, le paléontologue, à droite, regardait plutôt les espèces de manière diachrone. Et pour Simpson, les espèces étaient beaucoup plus conventionnelles, en effet, que pour Mayr, en quelque sorte. Mayr pratique une forme de réalisme taxonomique, alors que quand on prend la profondeur du temps en compte, eh bien, le caractère conventionnel de l'espèce apparaît. C'est-à-dire que sur le carré rouge, ici, le lignage non scindé d'individus qui font des petits ensembles porte le même nom. Tous ces individus à l'intérieur du carré rouge portent le même nom. Et quand le lignage se sépare, il va falloir donner un autre nom. C'est nous qui donnons les noms, ce n'est pas inscrit sur les organismes, bien sûr. Alors, Mayr va imposer, sans l'avoir voulu peut-être vraiment, mais va imposer une vision où la sélection naturelle est d'abord un facteur de changement et pas un facteur de stabilité. Et donc, on a appris à l'école que la sélection naturelle explique le changement des espèces. Et ça, c'est la façon dont l'évolution, en tout cas, dont la sélection naturelle a été enseignée beaucoup. Alors qu'en fait, si vous ne pratiquez pas de réalisme de l'espèce, on revient à Darwin qui consiste à dire que le rôle de la sélection naturelle, c'est d'abord d'expliquer que des individus se ressemblent. Et évidemment, sur du long terme, ils peuvent diverger, mais au moins au départ, ils se ressemblent. Donc ça a une importance considérable dans l'histoire du XXe siècle, c'est que comme la sélection naturelle est prioritairement vue comme pourvoyeuse de changement, elle ne sera pas convoquée dans le corps humain. Là où vous avez besoin d'expliquer la régularité d'un fonctionnement, la sélection naturelle n'est pas convoquée, alors qu'elle aurait pu l'être. Si on avait lu Darwin, entièrement, j'ai envie de dire. Donc, au XXIe siècle, on est revenu sur une emphase donnée au caractère stabilisateur de la sélection naturelle. La sélection naturelle explique les régularités parmi des individus qui changent, qui varient bien sûr, mais elle est là pour expliquer pourquoi les individus se ressemblent. Et l'espèce reste conventionnelle, bien sûr, on pratique ce qu'on appelle un nominalisme philosophique. Le second pilier sur la filiation, ce qui est entré massivement ces dernières années en évolution, c'est le fait que cette fameuse filiation des êtres
dans la couche du haut des êtres contemporains, qui ne font pas de petits ensembles, le fait qu'ils soient affiliés les uns aux autres, eh bien, cette filiation, elle va rentrer, comme la sélection naturelle d'ailleurs, dans les corps. Là, je prends l'exemple d'un très bel article d'une équipe de botanistes suisses dans Nature Plants, qui est sorti en 2017. Ils ont regardé les variations génétiques de cellules d'un chêne de plus de 200 ans, et ils ont pu, en quelque sorte, reconstituer la généalogie des mutations somatiques qui se produisent dans les cellules d'un même chêne. Et si ils ont pu retracer comment s'héritent ces mutations symbolisées ici par des petites boules rouges, eh bien, quand on les retrace, ces mutations, eh bien, on fait des groupes emboîtés les uns dans les autres de branches qui portent les mêmes mutations. C'est exactement le schéma théorique de Charles Darwin. On a des acquisitions, on a des changements au nœud des branches, et ces changements sont hérités par les descendants en aval de cette branche. C'est ce qui se passe pour ces mutations. Ça, c'est vrai pour un chêne de 200 ans. La phylogénie rentre dans le corps, si vous voulez, mais c'est vrai aussi pour, ici, un vertébré en développement. Il s'agit ici d'un xénope en développement. On est capable aujourd'hui de regarder les transcriptomes des cellules à l'échelle d'une seule cellule. Et en comparant ces transcriptomes, on peut faire une filiation des cellules d'un même corps en cours de développement embryonnaire. Et c'est ce que représente cette cellule, publiée en 2018 dans Science. Eh bien, un corps en développement, c'est comme une population de cellules qui évoluent dans un flux généalogique et qui divergent, comme le flux généalogique des individus peut diverger. Eh bien, on apprend ici que chez le xénope, l'ectoderme est diphylétique. L'ectoderme neural est aussi différencié de l'ectoderme général que d'autres tissus le sont entre eux, comme l'endoderme ou le mésoderme. Le mésoderme, lui, il est monophylétique, alors qu'un autre article dans le même numéro de Science montre que chez un poisson zèbre, le mésoderme est paraphylétique et comprend l'endoderme en fait. Donc ces couches tissulaires qu'on voit dans un embryon, eh bien, elles n'ont pas la même trajectoire historique au cours du développement, selon si on regarde un poisson zèbre ou selon si on regarde un xénope. Et ce sont les résultats passionnants des avancées récentes quand on introduit des concepts phylogénétiques dans un corps de vertébrés en construction. Autre changement incorporé dans la deuxième édition, et des changements qui datent de ces dernières années, cette idée qui se généralise aujourd'hui, selon laquelle on transmet davantage, beaucoup plus que ces gènes, en fait, aux générations suivantes. Et il va falloir penser une théorie de l'évolution étendue. C'est le nom que porte d'ailleurs la construction intellectuelle de ce groupe dont le leader est Kevin Laland, et qui s'appelle The Extended Evolutionary Synthesis, la théorie évolutive étendue. En gros, pourquoi étendue? Parce que tout se résume dans ce schéma. On transmet à la génération suivante à tous les étages. C'est dans le triptyque variation, transmission, contrainte. Ce n'est pas le module variation qui change, ce n'est pas le module contrainte qui change, c'est le module transmission. C'est-à-dire que dans l'ancien schéma, si vous regardez le schéma du haut, nous avons tous appris à l'école que nous transmettons à la génération suivante l'ADN de nos gamètes et que finalement la transmission elle se fait de génome à génome. Et que le génome va déployer ce qu'on a appelé au XXe siècle un programme génétique. Donc, un développement embryonnaire, qu'est-ce que c'est? C'est le déploiement à partir du génome d'un programme génétique. Les choses qui sont à advenir en 3 dimensions sont déjà inscrites quasiment en une seule dimension qui est celle de la séquence d'ADN. Ça c'est tel qu'on le pensait dans les années 60-70. Aujourd'hui, je vous l'accorde, la formule est un peu trop forte, mais justement, la notion de programme s'étiole de plus en plus. Et on s'aperçoit qu'un développement embryonnaire, dans le nouveau schéma, celui du bas, c'est une construction, en fait. Ce n'est pas le développement d'un programme. C'est que l'environnement, les cellules participent à cette construction, les tissus,
C'est-à-dire qu'il y a une sorte de liberté phénotypique par rapport à des gènes qui ne contrôlent plus rien, mais qui ne font qu'impulser. Je ne dis pas que les gènes ne sont pas importants, je dis qu'ils changent de rôle. C'est-à-dire que plutôt que contrôler, ils impulsent. Mais ils ne maîtrisent pas, si, entre guillemets maîtriser, ils ne maîtrisent pas la suite des cascades d'événements qui va se produire postérieurement à leur impulsion. Ça explique pourquoi il y a ici le mot construction. Parlons de la transmission maintenant, puisqu'on a vu que cette théorie évolutionnaire étendue a beaucoup travaillé justement sur l'élargissement de notions de transmission. Certes, on transmet, bien sûr, de l'ADN des cellules sexuelles de génome à génome, d'une génération à l'autre, bien sûr. Mais on ne transmet pas que ça. Notamment, de cellule à cellule, il y a une hérédité cytoplasmique. Ça, c'est la transmission numéro 2. De l'organisme à la cellule, il y a une transmission de marques épigénétiques. Ça, c'est la transmission numéro 3. Entre organismes directement, évidemment, ça, c'est la transmission des comportements, des habitudes alimentaires, des techniques de chasse, et qui sont d'ailleurs tellement importantes pour le nourrissage des générations suivantes que ça rétro-sélectionne les génotypes gagnants, j'ai envie de le dire comme ça. Et donc, l'apprentissage est très important aussi, comme mode de transmission en tout cas. Puisque l'apprentissage, c'est plus de ressources. Un apprentissage efficace, c'est peut-être plus de ressources pour celui qui a bénéficié de l'éducation de sa mère quand on est une baleine ou quand on est un dauphin ou quand on est un chimpanzé. Et évidemment, on est en meilleure santé. Transmission numéro 5, de l'organisme à l'environnement. La théorie évolutionnaire étendue considère que les organismes transmettent à la génération suivante aussi des conditions de l'environnement. Ça fait longtemps que les personnes qui travaillent sur les sociétés d'insectes le disent, c'est que dans une fourmilière, et tout particulièrement dans une termitière, il y a des conditions de température, d'hygrométrie et de nourriture qui, évidemment, sont celles dans lesquelles baigne le développement des larves en cours de développement. Et ça influe sur le phénotype, bien sûr, sur le développement et sur le phénotype aussi, et de l'adulte, finalement. Et donc, quelque part, les organismes, à travers cet exemple, s'emparent du milieu et indirectement s'emparent des facteurs sélectifs qui vont influer sur les générations suivantes. Il n'y a pas que chez les insectes sociaux, il y a des oiseaux sociaux qui construisent des nids géants habités par des centaines d'individus. Et à l'intérieur de ces nids, qui sont tellement gros, en plein désert, ce sont des nids qui sont construits en plein désert par des oiseaux qu'on appelle les républicains sociaux. La température qui réside à l'intérieur de ces nids protège les oiseaux des températures extrêmes du désert du Kalahari, et ça contribue en quelque sorte à maintenir un phénotype dans un environnement plutôt hostile, j'ai envie de dire. Là aussi, c'est ce qu'on appelle en fait la construction de niche. C'est qu'il y a un héritage de niche construite par les espèces, et donc les espèces participent à leur propre évolution. Alors, j'ai un petit tableau ici que j'aimerais donner pour résumer. La synthèse néo-darwinienne classique qu'on a apprise à l'école, je vous l'ai dit, le développement et le déploiement d'un programme, alors que dans la synthèse évolutionnaire étendue, le développement est une construction, comme je l'ai dit. Dans la première synthèse, les gènes contrôlent. Dans la deuxième synthèse, les gènes impulsent, ils participent. Ce sont des partenaires finalement, et non pas des notaires ou des régisseurs. Dans le schéma antérieur, on ne concevait une hérédité que strictement génétique. Aujourd'hui, on considère une hérédité inclusive, incluant l'hérédité génétique, bien sûr, mais aussi l'hérédité épigénétique, qui est à persistance faible, mais on sait que chez un petit ver comme le nématode Caenorhabditis elegans, ça peut aller jusqu'à 14 générations. L'hérédité physiologique, l'hérédité comportementale par apprentissage, l'hérédité culturelle, etc. Dans la synthèse classique, les organismes sont la résultante de la sélection naturelle, et dans la synthèse nouvelle, les organismes, certes, ils sont la résultante de la sélection naturelle, mais ils sont aussi les acteurs, quelque part, de la sélection, à travers leur comportement.
ne développe pas plus ce tableau. Vous voyez à quel point les débats sont riches, mais on peut synthétiser en un mot. L'approche antérieure, qui était celle qu'on avait apprise à l'école, c'était une approche génocentrée. L'évolution est fréquemment décrite comme des variations de fréquence de gènes dans une population, soit dues à la génétique, soit dues à la sélection naturelle. Alors que dans la nouvelle approche, en fait, le gène est toujours là, mais on ne se focalise plus autant dessus, c'est-à-dire que l'approche est centrée sur l'organisme et ce qu'il fait, notamment. Donc, c'est une approche beaucoup plus intégrative, en fait, la nouvelle synthèse évolutive. Donc, voilà en quelques mots ce qu'il est important d'apporter dans la deuxième édition. Je ne détaille pas ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je dois souligner que la sélection naturelle donc, rentre dans le corps et que notamment ça a fait l'objet depuis 2009 de toute une série de livres et de unes dans les journaux, comme par exemple cette une que l'on trouve dans le Pour la science de novembre 2019, où on titre que la théorie de l'évolution vient en aide contre le cancer. C'est-à-dire qu'il y a des thérapies anticancéreuses qui aujourd'hui s'inspirent directement de la sélection naturelle parce qu'on a intégré le fait que, premièrement, les cellules sont prolifératives par défaut. La prolifération n'est pas une maladie, la prolifération est un état naturel, j'ai envie de dire, un état par défaut. Et que quand les cellules deviennent cancéreuses, c'est qu'elles deviennent sourdes, en fait, aux signaux qui, jusque-là, leur disaient de ne pas proliférer, alors qu'elles avaient le potentiel de le faire. Eh bien, vous avez des cellules finalement cancéreuses qui sont résistantes à la chimiothérapie et des cellules cancéreuses qui sont sensibles à la chimiothérapie dans une tumeur, les résistantes en vert et les sensibles en marron. Et les thérapies du passé étaient des thérapies de la table rase, si vous voulez. C'est qu'on envoyait la dose maximale tolérée de chimiothérapie. On éradiquait en effet la plupart des cellules cancéreuses sensibles à la chimiothérapie, mais on en laissait toujours un petit peu, notamment on laissait un petit peu de résistantes, et on avait fait un boulevard pour que les résistantes finalement redémarrent. Et souvent, pas tout le temps bien sûr, mais il arrivait assez souvent que la tumeur redémarre et finalement finisse par tuer le patient en faisant des métastases. En fait, il se passe avec les cellules cancéreuses tout simplement le schéma de la résistance des antibiotiques. Vous savez, à force d'avoir mis des antibiotiques sur les populations bactériennes, eh bien, on a certes fait table rase, mais le 1% ou le 0,5% de bactéries qui restaient, si elles avaient suffisamment varié, elles trouvaient en quelque sorte, entre guillemets, des modalités de survie à l'antibiotique. Et c'était ces souches-là qui repartaient et qui se redéployaient pour une population finalement, au bout du compte, qui devient entièrement résistante. Donc, c'est un peu ce modèle-là. Alors, la thérapie adaptative, qui s'inspire de la sélection naturelle, elle consiste à dire que toutes les cellules sont variables et qu'elles, en quelque sorte, négocient leur place dans la tumeur, et que en ne mettant pas une dose maximale tolérée par le patient, mais en mettant des doses inférieures, mais efficaces en chimiothérapie, et des doses aléatoires, on force les cellules à renégocier leur position au sein de la tumeur et on laisse toujours une fraction de cellules sensibles et de cellules résistantes. Et finalement, la tumeur, elle se tient tranquille. Ça a été testé sur des tumeurs cancéreuses de glandes mammaires de souris, mais ça a été aussi testé sur des tumeurs cancéreuses de la prostate chez des patients soignés par le professeur Gattenby aux États-Unis, qui est celui qui a publié, enfin toute son équipe a publié justement cette défense des thérapies évolutionnistes pour, en quelque sorte, taire les tumeurs cancéreuses. Dans la nouvelle édition du Guide critique de l'évolution, il y a aussi des nouveaux exemples de sélection naturelle, j'ai envie de dire plutôt standards. Des exemples standards, je vais en citer quelques-uns. Là, on vient de citer l'exemple de l'utilisation de la sélection naturelle dans les thérapies anticancéreuses. Les exemples très pédagogiques de l'étude qui a pu être faite sur des petits lézards des Caraïbes du genre Anolis, qui sont des lézards arboricoles et qui ont des petits disques semi-adhésifs au bout des doigts. Eh bien, on a remarqué
une très jolie étude a pu montrer que sur les îles, la surface de ces disques adhésifs qui permet à ces lézards de se tenir sur la paroi verticale du tronc des arbres, eh bien, le diamètre de ces disques adhésifs avait une certaine proportionnalité avec l'activité cyclonique subie par ces îles. C'est-à-dire que, en gros, quand il y a des ouragans, les lézards qui adhèrent le moins aux branches sont emportés prioritairement en mer, et de proche en proche, on a une sélection des individus dont les variations sur les doigts présentent un disque adhésif de plus en plus large. Et finalement, ce qui fait qu'au bout du compte, aux pattes avant comme aux pattes arrière, la largeur des disques adhésifs est directement proportionnée à l'intensité des ouragans subis par les populations. Autre exemple magnifique, ça c'est une évolution naturelle, mais là il s'agit maintenant d'une évolution expérimentale. Entre ces deux pigeons en B à droite ici, un pigeon commensal et une race de pigeons géants, eh bien, il existe des poux sur ces pigeons, et ces poux, ils ont une taille en quelque sorte proportionnée au pigeon. Le pigeon va s'épouiller avec son bec, et le poux échappe à l'épouillage lorsqu'il arrive à se glisser entre les barbes des plumes. Eh bien, en mettant une population initiale de poux sur les pigeons grands et les pigeons petits, eh bien, on a une sélection artificielle de poux de grande taille et de poux de petite taille qui finissent par ne plus pouvoir faire de petits ensemble. Pourquoi? Parce que lorsque les poux entre le mâle et la femelle ont une taille trop divergente, eh bien, la copulation échoue. Comme on le voit ici, en CD, cas de figure où le mâle est trop grand par rapport à la femelle, et E et F, cas de figure où la femelle est trop grande par rapport au mâle. Le pigeon va lui-même, dans son propre plumage, sélectionner des petits poux dans le cas du pigeon de petite taille, des grands poux dans le cas du pigeon de grande taille, parce que quand on est petit, on s'échappe mal dans des plumes grandes, et quand on est grand, on n'arrive pas à se loger dans les barbes d'un pigeon de petite taille, qui sont plus petites évidemment. Eh bien, le pigeon lui-même va sélectionner une taille de poux qui, elle-même, cette taille va avoir un impact sur les succès reproducteurs des poux, et on a une spéciation qui est en train de se produire ici à partir de ce facteur sélectif. Un très joli article. Un autre, pour terminer, qui a défrayé un petit peu la chronique parce qu'il est très pédagogique, c'est le petit rongeur Peromyscus maniculatus du Nebraska. Il y a de la variation sur le pelage, et c'est une très jolie étude expérimentale, mais en milieu sauvage. Sur un territoire, on prend la moitié des souris foncées, des variants foncés, et la moitié des variants clairs. Sur un territoire respectivement foncé, de sable foncé, et ailleurs sur des territoires de sable plutôt clair. La sélection est observée directement par prédation, par des chouettes la nuit, et on peut mettre en évidence, au bout d'un certain temps, la baisse évidemment des effectifs des souris claires sur fond foncé, ou des souris foncées sur fond clair. Vous avez ici un exemple mieux maîtrisé et beaucoup plus récent, un exemple qui est similaire à celui des fameux papillons de Kettlewell, où on avait une prédation différentielle sur la couleur des ailes du papillon. Là, c'est sur le pelage des souris. Bon, on a remis cet exemple dans le guide critique parce qu'il est très pédagogique. Des nouveautés aussi, on a davantage donné d'exemples dans ce fameux triangle qui est important pour la biologie. C'est le triangle de Seylacher. Ce triangle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans la nature, tout n'est pas nécessairement adapté. La sélection naturelle, certes, elle amène à des performances, elle produit des performances qu'on appelle des fonctions, en fait, mais elle est limitée, par des contraintes de structure et par un héritage historique. En gros, si je peux le dire de manière plus simple, la performance rencontre des limites, voilà, c'est comme ça qu'on peut le dire, et ces limites, c'est le poids de l'histoire. Et c'est les contraintes de structure, c'est-à-dire que les matériaux avec lesquels ces performances sont réalisées, eh bien, ces matériaux ne peuvent pas changer d'un claquement de doigts, en quelque sorte.
Et donc, ce triangle évite de faire un monde à la Pangloss où on dirait que tout est adapté et tout est au mieux, dans le meilleur des mondes sélectifs, en quelque sorte. Donc, il y a ici plusieurs exemples qui sont traités dans la deuxième édition et qui situent en quelque sorte des organes dans ce triangle. Par exemple, le téton masculin, eh bien, on ne peut pas dire qu'il soit performant pour l'organisme qui le porte. En fait, il résulte d'une contrainte de construction embryonnaire. Le facteur sélectif, évidemment, il pèse sur le corps de la femelle de mammifère et pas sur le corps du mâle de mammifère. Le téton, il est là assez tôt. Il va arrêter son développement, mais il ne reprendra sa trajectoire de développement qu'après la puberté seulement chez la fille et pas chez le garçon. Et chez le garçon, il va rester ici comme en quelque sorte une contrainte de construction qui est antérieure à la mise en place de la cause sélective pour laquelle ce téton se manifeste seulement chez la femelle. Et puis l'héritage historique, c'est assez rigolo, les héritages historiques. Ce nerf laryngé supérieur gauche qui part du cervelet, de la base du cervelet, et qui part innerver un bloc musculaire autour du larynx, eh bien, ce nerf, il suit le nerf vague, il fait une boucle sous l'aorte, sous la crosse aortique, et il remonte innervé des blocs musculaires près du larynx. Si on avait pris le trajet le plus court, vous voyez, on serait parti de la base du cervelet et on serait allé directement au larynx. Donc, pourquoi ce trajet absurde? On ne va pas raconter l'histoire maintenant, mais c'est un trajet historique. Ce bloc musculaire ici, il était jadis associé aux arcs branchiaux à l'époque où les vertébrés avaient des branchies. En tout cas, notre lignage avait des branchies. Et que ces blocs musculaires et ces arcs branchiaux ont été remobilisés avec la naissance des tétrapodes il y a 380 millions d'années, ont été mobilisés dans des structures du larynx. Et la crosse aortique, elle, qui était un arc branchial sur l'arc numéro 4, est recrutée dans le transport du sang vers l'arrière du corps. Et dans ce recrutement, elle emmène en quelque sorte ce nerf ici, récurrent laryngé gauche. Ce qui fait que ça peut paraître bizarre, mais chez une girafe, c'est plusieurs mètres de nerf qui ne sert à rien, en quelque sorte. Si on avait le trajet le plus court, ça ferait peut-être 20-30 cm, mais c'est plusieurs mètres de nerf qui descend le long du cou de la girafe, qui fait un virage derrière la crosse aortique et qui remonte innerver le bloc musculaire près du larynx. Donc des trajets aussi étranges, aussi aberrants du point de vue de la performance, eh bien ça vous illustre bien que tout n'est pas parfait et tout n'est pas performant toujours. Enfin, ça fonctionne, hein, bien sûr, mais ce n'est pas au maximum de la performance qu'on pourrait imaginer du seul point de vue physico-chimique. Il y a aussi, pour terminer, dans la deuxième édition, une clarification du rapport entre classification et évolution. Ce rapport n'est pas toujours bien maîtrisé. La diversité du vivant est expliquée par l'évolution. La diversité du vivant est organisée ou alors mise en ordre par la classification. L'évolution produit cette fameuse filiation dont je parlais tout à l'heure, descent with modification en anglais, c'est-à-dire une généalogie théorique qui va, si c'est la cause de la ressemblance entre espèces, ça va fixer le cahier des charges de la classification. On va classer des espèces ensemble parce qu'elles sont héritées, elles ont des ancêtres communs exclusifs. Et cette classification, elle est produite sur des données qui sont des partages d'attributs. C'est pour ça qu'on classe sur ce que les êtres vivants ont et pas sur ce qu'ils font, ou pas là où ils habitent. Ces attributs sont hiérarchisés par une figure mathématique qu'on appelle, alors pour utiliser le mot mathématique, un graphe connexe non cyclique orienté, mais c'est vulgairement ce qu'on appelle un arbre en fait. Mais cet arbre, il n'est pas encore arbre tant qu'il n'est pas interprété à la lumière de la théorie de l'évolution. Et donc cet arbre interprété à la lumière de la théorie de l'évolution produit ce qu'on appelle une phylogénie. Le qui partage quoi avec qui? Avec la théorie de l'évolution, se transforme en arbre qui parle de qui est apparenté à qui. Cette phylogénie produit de la classification, c'est son rôle, on lui demande de le faire, puisque le cahier des charges de la classification, c'est de tenir compte des relations de parenté. Et elle explique aussi les homologies, cette phylogénie. Elle a un pouvoir explicatif. Elle explique pourquoi les organes se ressemblent en quelque sorte. Il y a des mises à jour sur l'évolution humaine. Là, je ne vais pas détailler cette figure, mais c'est pour vous dire que
Là aussi, dans la littérature, on trouve des arbres divergents et surtout, le grand défaut que nous trouvons dans pas mal de sources sur la toile en matière d'évolution humaine, c'est qu'on met des fossiles au nœud des arbres. Donc, c'est pour ça qu'on propose de commencer par un cladogramme brutal, ici en haut. Il y a les fossiles de la lignée humaine organisés en cladogramme brutal avec quelques caractères, un tant soit peu utilisable pédagogiquement. Mais on transforme tout de suite ce cladogramme en chronogramme, c'est-à-dire que c'est les mêmes informations phylogénétiques, mais simplement replacées dans le temps et avec la durée d'existence connue des fossiles considérés. C'est ce qu'on appelle un chronogramme. Donc, ce chronogramme, il est assez complexe, comme vous pouvez le voir, mais on conserve les mêmes caractères dedans. Et surtout, le chronogramme, on peut le simplifier, pour des raisons pédagogiques, bien sûr. Donc là, c'est le même, en bas, c'est le même chronogramme qu'au milieu, mais on a élagué pas mal de branches de manière à ne sélectionner que quelques espèces pédagogiquement intéressantes. Donc, il y a toujours, évidemment, dans ce guide critique, un socle de données brutes pour l'enseignant. Qu'est-ce qui a changé finalement en évolution depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années peut-être? Eh bien, la façon dont on va présenter l'évolution, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, la sélection naturelle en particulier, c'est-à-dire pourvoyeuse de stabilité, avant que d'être pourvoyeuse de changement. Et puis, surtout, le changement dans le module transmission, c'est-à-dire, en gros, les gènes sont toujours là, bien sûr, ils sont importants, mais ils changent de rôle. Ils sont des partenaires. Voilà, je suis prêt à écouter vos questions. Alors, merci Guillaume Lecointre pour cette présentation. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser du coup dans le fil de discussion et on y répondra. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, j'espère que tout ça vous a intéressé. Et en tout cas, nous, voilà, on est vraiment content que vous soyez présents aujourd'hui. Et du coup, voilà, on est là pour répondre à vos questions. Je voulais, s'il n'y a pas de questions, je voulais préciser que chaque rubrique a été revue, pour ceux d'entre vous qui connaîtraient déjà le guide critique, chaque rubrique a été revue avec la littérature. Valentine, est-ce qu'on m'entend? Ah oui, on t'entend, Stéphane. Allô, allô? Oui, voilà, on a récupéré Stéphane. J'étais en train de parler, c'est ça? Et qu'on ne m'entendait pas, d'accord. Oui, j'étais en train de dire que chaque chapitre a été revu à la lumière de la littérature récente. Par exemple, dans le palmarès des espèces, la sélection d'espèces découvertes très récemment, on a renouvelé les exemples avec des espèces spectaculaires ou moins spectaculaires découvertes là ces dernières années. Il y a une refonte assez complète, par exemple, du chapitre sur l'origine de la plume, qui est un très joli chapitre, parce que beaucoup de choses, la vision de la plume a encore changé ces dernières années. Et si je voudrais vous donner envie de lire, je vous dirais qu'un diplodocus, c'est s'il n'a pas de plume, c'est qu'en fait, ces gènes de plumes sont réprimés. Normalement, ils devraient être couverts de plumes, mais il ne les a pas parce qu'ils sont réprimés, justement. C'est amusant. Et que la plume pourrait bien avoir cette production kératinisée en forme de fil au départ. Elle a peut-être son origine même au-delà des dinosaures, c'est-à-dire chez l'ancêtre commun entre les dinosaures et les ptérosaures, c'est ce qu'on appelle les ornithodies. Donc on aurait peut-être de la plume déjà il y a plus de 230 millions d'années. Alors de la plume, évidemment, pas sous sa forme qu'on connaît chez le pigeon, hein, bien sûr, mais sous une forme de piliforme, finalement. C'est beaucoup plus ancien que ce qu'on aurait été amené à penser. Tout ça pour dire qu'il y a
il y a de la révision de dossiers de données scientifiques. Il n'y a pas que de l'épistémo, hein, ça, rassurez-vous. Alors, on n'entend pas Stéphane, mais on a deux questions. Alors, en quoi la sélection stabilisatrice permet-elle de s'affranchir de la notion de programme? Et la deuxième, peux-tu nous résumer les nouveautés concernant l'origine des plumes? D'accord. Alors, pour la première question, euh, quand on voyait des bébés chats ressembler aux mamans chats, la notion de programme a été mobilisée pour expliquer finalement une régularité, c'est-à-dire que à un ordre apparent, celui de la ressemblance des chats successivement au cours des générations, eh bien, il fallait un ordre causal, c'est le programme. Qu'est-ce qui est responsable de la régularité? C'est le programme, en quelque sorte. Ça, c'est la biologie façon années 1960-1970, hein, l'âge d'or du programme. Si la régularité d'un organisme en développement, ou si le fait qu'on ressemble à ses parents, tient non pas à un programme, mais à des variations filtrées par un environnement, à l'intrication des impulsions génétiques, parce que les impulsions génétiques, elles sont toujours là, mais il y a un effet stabilisateur du résultat par le fait qu'elles s'influencent les unes les autres dans un réseau d'influence, ce qu'on appelle l'intrication. Et ça, cette intrication, ça fabrique de la stabilité, en fait. Ça produit de la reproductibilité. La sélection naturelle et l'intrication, ensemble, peuvent concourir à fournir de la reproductibilité d'un développement embryonnaire. Et finalement, plus on avance, plus on se dit, la métaphore du programme va s'étioler parce qu'on reconnaît déjà que ce programme, il est souple, il est labile, il subit les influences de l'environnement. Et finalement, on en vient à se dire que si un programme fait ceci ou cela selon l'environnement, selon les marques épigénétiques, c'est plus un programme, c'est en quelque sorte un jeu d'impulsion. Et un jeu d'impulsion, ce qui va en sortir peut être régulier, mais à la marge, il pourra toujours y avoir des variations qui d'ailleurs peuvent être induites par l'environnement. C'est le cas de la plasticité phénotypique. Je voulais vous en parler à travers ces papillons. Pour répondre à la question, la sélection naturelle stabilisatrice, ce n'est pas le seul facteur d'une régularité, mais en tout cas, elle n'était pas rentrée en ligne de compte jusqu'à présent parce que le programme prenait toute la place. Et aujourd'hui, si elle revient sur le devant de la scène, la disparition progressive du programme, il lui correspondra peut-être une analyse un peu plus fine de ce qui se passe dans un organisme, ou parmi les organismes. Là, on voit six papillons, on a tous l'impression qu'ils sont d'espèces différentes, tous les uns autant que les autres, mais on n'a que 3 espèces en fait. Seulement, on a une forme de la chrysalide, va sortir soit la forme du dessous, soit la forme du dessus, selon s'il fait sec ou humide dans la météo du moment, enfin dans la saison du moment en fait. Et donc, ça c'est ce qu'on appelle la plasticité phénotypique, c'est que à développement embryonnaire égal, les conditions de l'environnement vont influer sur ce qui va sortir. Et ça montre bien qu'il y a une perméabilité, il y a une porosité de ce fameux programme aux conditions de l'environnement. Alors, vous pourriez me dire que cette porosité, elle est elle-même programmée. Alors, le programme, si le programme, en quelque sorte, prévoit lui-même sa propre souplesse, tout est programme et vous perdez le sens épistémologique de la notion. Si tout est programme, plus rien n'est programme, en fait. Donc, on est là sur une révision du vocabulaire qu'on est amené à utiliser pour parler des raisons pour lesquelles les choses sont régulières. Si je dois terminer de répondre à cette question par au moins un fait sur lequel on insiste dans la seconde édition, c'est qu'en biologie, l'ordre n'est pas la cause. L'ordre est ce qu'on doit expliquer. Et l'erreur épistémologique que nous avions fait avec le programme,
c'est d'importer de la cybernétique une métaphore qui n'avait rien à faire en biologie. Cette métaphore, elle a été importée en 1961, à partir de 1961, et elle s'est imposée avec la logique du vivant de François Jacob en 1970. Mais le programme, c'est un ordre causal. L'ordre apparent est la résultante d'un ordre causal qui est le programme. Tout ce qui est à devenir est déjà inscrit dans la suite des impulsions qui sont programmées, la suite des événements qui sont programmés. Et donc, l'erreur que nous avions faite, c'est d'accepter d'apporter en biologie une notion qui vient de la cybernétique, où là, l'ordre peut être évidemment causal, hein, bien sûr, mais en biologie, non. Parce que nous, les biologistes, notre devoir, c'est d'expliquer pourquoi c'est ordonné, alors qu'en fait, ça varie tout le temps. C'est joli et c'est élégant de se dire que autant en physique et en chimie, l'ordre est causal parce qu'on a des lois, mais en biologie, on n'a pas de loi. Ce qu'on doit expliquer, c'est l'ordre qui résulte de variations initiales. La deuxième question, c'était... la deuxième question, c'était... Je l'ai oublié, pardon. Alors, la deuxième question, c'était: peux-tu nous résumer les nouveautés concernant l'origine des plumes? Ah, les nouveautés concernant l'origine des plumes. Les nouveautés, c'est que on est capable d'identifier comme étant de la plume des structures dont on n'était pas sûr qu'elles en étaient, avec notamment l'immunohistochimie qui a été faite sur de la bêta-kératine. La bêta-kératine, je rappelle que c'est la substance, c'est la variation de kératine dont les plumes sont exclusivement faites. Chez les oiseaux, chez les lézards, il y a de l'alpha-kératine et de la bêta-kératine. Chez les mammifères, il n'y a que de l'alpha-kératine. Et chez les oiseaux, la plume n'est nullement faite d'alpha-kératine, elle est complètement constituée de bêta-kératine. Sur des éléments figurés sur un fossile à la surface d'un épiderme fossilisé d'un organisme, si on peut détecter de la bêta-kératine par immunohistochimie, on peut prouver que la trace fossile de ce qui ressemble à des poils, là, ce n'est pas des poils, en fait, c'est de la plume. Et ça a été démontré sur un ptérosaure qui s'appelle Sordes pilosus. Et ces pycnofibres, ce qu'on appelait les pycnofibres à la surface des ptérosaures, qu'on connaissait déjà depuis la fin du 19e siècle, ces pycnofibres, on ne savait pas les interpréter. On se disait, mais les ptérosaures, ils ont une espèce de duvet sur les ailes, mais on ne sait pas ce que c'est. On n'ose pas dire que c'est du poil. Ça ne ressemble pas du tout à de la plume, structurellement, enfin, à l'échelle macroscopique. Et donc voilà, on était un petit peu embêté avec ce truc. Et plus récemment, on s'aperçoit que c'est de la bêta-kératine et que c'est peut-être une plume d'une forme particulière. Et ça a été corroboré, ça, par de multiples fossiles découverts de dinosaures théropodes, ou dans lequel on a des structures piliformes, des structures en forme de poils, mais qui sont en fait de la plume. Et ça a été trouvé chez des ornithischiens, ce qui fait reculer ces structures comme étant de la plume à l'origine des dinosauria. Ornithischiens, alors, c'était trouvé notamment chez un psittacosaure, qui est un petit cousin du Tricératops, et puis chez un autre ornithischien du Jurassique supérieur. Et puis finalement, si ces structures sont présentes chez les ptérosaures, ça nous fait quelque chose, une structure qui doit son origine à l'ensemble des ornithodies. L'origine de la plume, alors ça, là je parle de l'origine phylogénétique de la plume, à quand est-ce qu'elle remonte? Sinon, pour ce qui est des origines dans le développement embryonnaire, l'écaille n'est pas un équivalent de plume. C'est un peu plus compliqué que ça. Disons que l'écaille, c'est une structure qui ne donne pas naissance à la plume, mais l'écaille et la plume se différencient de manière distincte à partir d'un patron de bourgeon
épidermique bien particulier. Disons qu'on ne fera plus de l'écaille l'ancêtre de la plume, si vous voulez. Par contre, chez certains dinosaures comme les sauropodes ou chez la voûte plantaire, la surface plantaire des oiseaux, là où les gènes d'impulsion de plume sont réprimés, on va trouver des petites écailles polygonales jointives qui sont de la kératine, en quelque sorte. C'est la forme qu'adopte la kératine lorsque la plume a son expression réprimée, si je le dis de manière extrêmement simplifiée. Et donc, c'est assez amusant, cette nouvelle notion, exposée d'ailleurs avec brio dans une revue en 2019 par le paléontologue anglais Michael Benton. Voilà. Merci. Alors, on a aussi une question de Régine qui demande l'influence de la température lors du développement des œufs sur le sexe des reptiles à leur naissance est aussi de la plasticité phénotypique. Si oui, ce concept est déjà connu depuis pas mal de temps. Oui, bien sûr. Oui, on vient pas de la découvrir, hein, la plasticité phénotypique. Hein. Par contre, on vient de l'inscrire. Voilà seulement qu'on l'inscrit dans un schéma théorique de la transmission qui est un peu plus souple que ce qu'on était prêt à l'admettre précédemment. C'était un peu de curiosité avant, la plasticité phénotypique, mais aujourd'hui, c'est intégré dans une pensée intégrative. Si on regarde ici, ça c'est une revue qui a eu lieu dans Science en octobre 2016. Dans le schéma de transmission qu'on a appris, vous et moi, à l'école, un caractère phénotypique A se transmet à la génération suivante par deux facteurs qui sont son hérédité, H, et la reproduction des individus qui portent ce trait, la reproduction effective, constatée des individus qui portent ce trait, A' à la génération, donc N+1. Et seul le taux de reproduction était impacté par l'environnement. Cette reproduction-là des individus, elle dépend de tout un tas de facteurs internes à l'individu, bien sûr, et sa capacité à se reproduire, et externes aussi, les conditions plus ou moins dures dans lesquelles il vit. Donc, seule la reproduction des individus était soumise à l'influence des environnements dans un schéma de transmission qui est très centré sur le gène, finalement. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Pour comprendre la transmission d'un trait phénotypique A vers la génération d'après A', il y a toujours l'hérédité, bien sûr, de ce trait, laquelle d'ailleurs est modulée par les conditions d'expression des gènes à travers les marques épigénétiques laissées par la génération parentale. Donc il y a une influence indirecte de l'environnement sur cette hérédité. La reproduction, bien sûr, elle est toujours là et elle est toujours influencée par l'environnement, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a un nouveau larron qui est complètement intégré maintenant, c'est le développement embryonnaire. C'est-à-dire que si vous reconnaissez que le développement embryonnaire explique en partie le succès de la transmission d'un trait phénotypique A à la génération suivante, ça veut dire que vous admettez implicitement qu'il y a une liberté cellulaire dans le développement. Le développement embryonnaire n'est pas que le déploiement de ce que le génome a dit. Ce génome, il impulse des trucs et dans la suite des événements, eh bien, le développement, en quelque sorte, participe de la construction du phénotype sans qu'on ait besoin de l'expliquer par un contrôle génétique strict. Et notamment, puisque ce développement se déploie de lui-même, il est soumis aux conditions de l'environnement et c'est cette fameuse plasticité phénotypique, justement, qui est la résultante de ces impacts environnementaux sur la liberté développementale des cellules. Donc, tout n'est pas contrôlé. C'est cette idée, hein, ce qui est nouveau, c'est la mise en lien entre la plasticité phénotypique et le fait que les gènes, en quelque sorte, ne contrôlent pas tout, mais impulsent. Alors, merci Guillaume. On a encore une autre question. Quel a été le travail avec l'illustrateur? Comment avez-vous collaboré? De manière assez simple, par aller-retour, hein, c'est-à-dire, je n'ai pas parlé évidemment des pages centrales sur les paléopaysages qu'on a
alors, on a reconduit les paléopaysages de la première édition, mais on en a ajouté aussi parce qu'en fait, certains paléopaysages, comment dire, on les justifie d'ailleurs dans l'introduction de la partie sur les paléopaysages. Ça a été assez simple. Hein. L'illustrateur, d'abord, de ces paléopaysages, Alain Benedetto, a grand talent à restituer justement les conditions de vie des êtres vivants sans, j'ai envie de dire, sans en faire trop. C'est-à-dire qu'on a souvent connu, pour des raisons certainement à la fois éditoriales et fantasmagoriques, dans le passé, on a souvent été confronté à des paléopaysages un peu aberrants qui réunissaient des bestioles qui avaient leur vie séparée parfois de plusieurs dizaines de millions d'années, ou des organismes comment dire, qui ne seraient pas côtoyés parce qu'ils n'étaient pas ensemble dans un biotope commun, ou alors des paléopaysages qui sont saturés de bestioles. Donc, il y a toute une série de pièges dans la mise en scène de la paléobiodiversité sous forme de paléopaysage. Et les interactions ont été extrêmement simples avec Alain Benedetto parce que c'est un des meilleurs paléopaysagistes que je connaisse et il n'ira jamais dans aucun de ces travers que j'ai cités. Je lui ai fait corriger les dents d'un vertébré aquatique, mais c'est tout. Le reste, c'était fait avec talent. Et pour les autres dessinateurs, comme Thomas Essig, par exemple, eh bien, Thomas a proposé des dessins qui ont immédiatement convenu par rapport aux sources documentaires que Marie-Laure, notamment, et moi avions fournies. Et donc ça s'est passé tout à fait naturellement. Voilà. Pour les paléopaysages, je tenais à dire que le but de cette section, ce n'est pas de rendre le livre joli, c'est de montrer, de parler d'une certaine pédagogie du paléopaysage, de montrer les organismes par case d'une BD et pas tous dans le même environnement nécessairement. On peut montrer quelque chose qui est sous l'eau, on peut montrer quelque chose qui est dans le sommet d'un arbre. Très important évidemment de mettre dans un paléopaysage des organismes qui ont vraiment vécu au même moment, au même endroit, c'est-à-dire respecter la taphonomie. Et puis, et surtout équilibrer, et ça c'est un point sur lequel on insiste beaucoup, équilibrer les représentations taxonomiques. Parce que dans le choix des espèces à illustrer dans les paléopaysages, il y a une hypertrophie de l'extraordinaire. Un paléopaysage, parfois, on a l'impression qu'il est donné pour faire rêver. On va hypertrophier les bestioles qu'on ne connaît plus aujourd'hui et on va taire les permanences taxonomiques. Par exemple, qui va avoir l'idée de dessiner un paléopaysage du Crétacé avec des grenouilles? Pas personne, alors que les grenouilles existaient au Crétacé. Mais ça ne fascine personne de penser qu'il y avait des grenouilles au Crétacé, vous voyez. Et donc, nous, nos paléopaysages, ils essayent de montrer, évidemment, des organismes qui fascinent parce qu'ils ont disparu, mais à côté, aussi des organismes qui avaient déjà des formes très proches, enfin des lignages qui avaient des formes très proches de celles d'aujourd'hui. Des esturgeons, par exemple, ou des grenouilles, en l'occurrence. Voilà, donc rappeler le changement, mais rappeler aussi la permanence. Il y a un équilibre entre le changement et la permanence, pour montrer que les taxons, qui sont des boîtes conventionnelles, leur contenu traverse le temps, en quelque sorte. Merci pour cette réponse complète. On a encore une question de Stéphane. Entre 2009 et maintenant, as-tu pu constater des évolutions, des contestations de la théorie de l'évolution? Non. Alors, les contestations sont toujours là, mais leur contenu, c'est toujours le même vieux contenu. Non, il n'y a rien de vraiment nouveau sous le soleil, en fait. Il y a toujours un négationnisme de l'évolution, il y a toujours un concordisme, il y a toujours une volonté de remplacer comment dire, la sélection naturelle et la dérive par des processus de changement qui sont guidés par une transcendance, ce qu'on appelle le providentialisme. Non, c'est toujours les mêmes vieux trucs qui reviennent, rien de nouveau sous le soleil. Non, ce qui peut être nouveau, c'est la force de frappe politique. Ce n'est pas dans les contenus que c'est nouveau, c'est dans les modalités d'accès aux décisionnaires. Comment est-ce qu'on va se débrouiller pour essayer de faire rentrer un créationnisme d'une forme ou d'une autre dans les programmes scolaires?
on avait sorti le premier tome en 2009. Le procès Dover avait déjà passé. Haroun Yahya, alias Adnan Otkar, avait déjà distribué en janvier 2007 son atlas de la création dans l'ensemble des établissements scolaires européens, collèges, lycées, laboratoires. Et même les nouvelles formes, celles qui sont parues par exemple il y a 2 mois, là, si vous prenez le métro ou si vous voyagez dans les gares, vous voyez des affiches énormes d'un bouquin qui s'appelle L'existence de Dieu, la preuve par la science, par le frangin de Bolloré. Il y a une force de frappe publicitaire énorme. Évidemment, il y a un énorme groupe financier derrière. Le contenu de ce livre, j'ai l'impression de revenir 20 ans en arrière, à l'époque où on s'était intéressé au mouvement spiritualiste français. Il n'y a rien de nouveau dans le contenu de ce livre. On ne fait que réaffirmer des choses qui ont déjà été réfutées par des scientifiques qui se sont intéressés aux modalités d'action du spiritualisme français. Alors, il ne s'agit pas d'accréationnisme nécessairement, mais c'est cette idée que la science mène à Dieu, vous voyez. Il y a un dévoiement du rôle de la science, en quelque sorte, qui est produit par ces gens. Et là encore, rien de nouveau sous le soleil. Donc, voilà. Ce qu'il faut surveiller, je crois, c'est pas tant les contenus que les leviers politiques que ces organisations finissent par avoir. Et c'est là que ça peut être grave. Ouais. Merci pour cette réponse. Alors, il me semble qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez encore d'autres, à nous les envoyer. On va y répondre. Pour compléter ce que je viens de dire sur la question précédente, on a mis un petit peu à jour, il y a toute une section sur les contestations d'évolution dans le guide. On a mis à jour quelques manifestations récentes de mouvements qui existaient déjà en 2009, en l'occurrence. Mais voilà. Alors, pour terminer, Guillaume, je ne sais pas si vous souhaitiez encore ajouter quelque chose. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Pour terminer, qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est un livre dont j'aimerais qu'il soit un livre grand public. C'est un livre exigeant parce qu'il faut, évidemment, c'est un guide à la fois grammatical, c'est un guide qui essaye de... Enfin, épistémologique, je l'ai dit, scientifique aussi, et puis didactique dans le sens où il va travailler les formules. On va travailler sur les formules malheureuses qu'on entend ici ou là dans les médias concernant l'évolution, et on va éclairer pourquoi ces formules sont inadaptées à décrire l'évolution. Donc c'est un guide qui peut intéresser un public qui a envie vraiment d'aller plus loin pour comprendre comment la science se fait, voilà, et plus loin que l'anecdote en quelque sorte. Ça l'empêche pas d'être un guide qui fait rêver aussi, et puis qui contient des exemples qui ne demandent qu'à être adaptés avec la pédagogie adéquate, mais en tout cas, le matériau est là pour servir les enseignants, en tout cas. Ouais. Et pour terminer, je voudrais dire qu'on a pris du retard pour rénover ce guide. On voulait le faire 10 ans après, c'est-à-dire 2019, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Il faut que les choses se fassent dans leur temps. Et je voudrais remercier premièrement mes co-auteurs et deuxièmement mon éditeur parce que on a, comment dire, on a bien travaillé, on a été, comment dire, bousculé par les événements divers et variés, mais on a bien travaillé ensemble comme on l'a toujours fait. Et merci Bella Éducation, merci Stéphane et ton équipe. Voilà. Alors, je ne sais pas si Stéphane nous entend, il avait un petit problème de son. En tout cas, merci beaucoup Guillaume pour cette conférence. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, je rappelle que ce webinaire il est enregistré, que vous aurez accès au replay si vous voulez le revisionner en intégralité.
Et voilà, en tout cas, merci pour vos questions. Et j'espère qu'en tout cas, ça vous aura donné envie de vous plonger dans cette nouvelle édition du Guide critique de l'évolution qui vient de sortir. Merci à tous.